Il est 19h, vous regardez Al24 News. Bonsoir à tous, tout de suite les titres de votre journal. Face au renforcement de la pression économique américaine, Téhéran affirme avoir mis en place des mécanismes pour neutraliser l'impact des sanctions financières et commerciales américaines. Un canal diplomatique semble s'ouvrir en coulisses. L'Iran a transmis aux États-Unis via le Pakistan ses conditions préalables pour la réouverture du détroit d'Ormuz. Devant le Conseil de sécurité de l'ONU, l'Algérie a réitéré avec fermeté son appel à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel dans la bande de Gaza, insistant sur l'urgence humanitaire et la protection des populations civiles. Autre dossier ce soir, le déplacement du directeur de la CIA à Moscou, une première depuis 5 ans, une visite rare axée sur le renseignement et le maintien d'un canal de communication minimal entre les deux puissances dans un contexte global sous haute tension. Mesdames, Messieurs, bienvenue, heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Washington durcit la pression économique sur Téhéran, qui assure de son côté pouvoir en contenir les effets. Le président iranien Masoud Pezeshkian affirme que les mesures prises par son gouvernement permettent de neutraliser l'impact des nouvelles sanctions américaines. Dans des déclarations rapportées par l'agence iranienne ISNA, il plaide pour la négociation afin de résoudre les difficultés tout en avertissant que son pays répondra fermement à toute pression économique. Lors d'une réunion du Conseil de sécurité consacrée au conflit, à la sécurité alimentaire et au rôle de l'ONU dans la prévention des crises alimentaires, l'Iran a appelé l'ensemble des gouvernements à rejeter et condamner les mesures prises par les États-Unis à son encontre. Son ambassadeur adjoint auprès des Nations Unies, Rolaim Hossein Darzi, a mis en garde contre les conséquences de la campagne américaine visant à accentuer la pression économique sur l'Iran. If such unlawful acts are allowed to go unchallenged, si le droit international venait à autoriser des actes illégaux, cela représenterait un danger sans précédent. C'est pourquoi le Conseil de sécurité doit condamner catégoriquement et rejeter les décisions unilatérales et autoritaires qui visent à contraindre des États souverains à renoncer à leurs intérêts économiques et à leurs relations internationales. Le discours officiel se veut ferme, mais qu'en est-il sur le terrain à Bandar Abbas? Les commerçants iraniens disent mesurer chaque jour davantage le poids des sanctions américaines. Les restrictions financières compliquent les échanges et pèsent sur l'activité. Malgré ces difficultés, ils disent vouloir tenir face à la pression. Washington a brandi également la menace d'une exclusion du système financier en dollars pour les pays qui continueraient à commercer avec Téhéran. Bien les sanctions et nous ne craignons pas leur surenchère. Elles ne sont pas sans effet, mais elles ne sont pas efficaces à 100%. Quoi qu'il en soit, ces sanctions ont des conséquences lourdes. La hausse du taux de change pèse directement sur le quotidien et les moyens de subsistance de la population. Mais au final, nous sommes Iraniens et nous avons appris à les contourner. Non, nous sommes convaincus que la Chine et la Russie soutiendront le peuple iranien. Elles ne se comportent pas comme les pays arabes, bien que ces derniers restent nos frères. Nous espérons d'ailleurs qu'ils prendront un jour conscience de leur erreur et cesseront de s'aligner sur les pressions exercées contre nous. Car c'est l'Iran qui préserve l'unité de cette région. Si l'Iran s'effondre, les Arabes seront engloutis. Le détroit d'Ormuz est notre domaine, il doit rester fermé, à moins que nous n'en décidions autrement ou qu'une réelle coopération soit établie. Pendant toutes ces années, nous avons fait preuve de clémence islamique envers le monde. Ils ont pu acheminer leur pétrole et leurs marchandises gratuitement. Désormais, ils doivent composer avec nous. L'Amérique se comporte clairement comme une brute. Ces agissements sont tout simplement inadmissibles. C'est comme si j'allais chez mon voisin pour lui imposer. À partir de ce soir, tu n'as plus le droit de manger du pain. Tu mangeras uniquement ce que je te dis. Il est bien évident qu'il va protester. Et puis, que vient faire Trump ici?
alors qu'il arrive de l'autre bout du monde. La pression que nous subissons nous plonge dans un profond désarroi. Les jeunes accumulent beaucoup de griefs envers les dirigeants qui, selon moi, se comportent en véritables traîtres. Pourquoi? Parce qu'ils se désintéressent totalement des souffrances de la population. À mes yeux, un responsable digne de ce nom doit être sur le terrain, aux côtés du peuple, sans jamais relâcher ses efforts. Le meilleur indicateur de cette tension se trouve en mer. Dans le détroit d'Ormuz, le trafic commercial est tombé à un niveau exceptionnellement bas. 5 pétroliers seulement ont franchi le passage mardi, contre 15 en moyenne au cours des 10 derniers jours. Téhéran affirme toutefois qu'un itinéraire maritime temporaire pourrait permettre une reprise partielle du trafic après des discussions avec Oman. Une réouverture complète reste-t-elle conditionnée par l'Iran au respect des engagements américains? Et Téhéran entend garder la main sur cette voie maritime stratégique. L'armée iranienne affirme aujourd'hui contrôler opérationnellement les zones situées à l'est du détroit d'Ormuz, dans le golfe de Oman, en mer d'Arabie et jusqu'au nord de l'océan Indien. Dans un communiqué, elle affirme que ses forces navales surveillent les mouvements des navires à plusieurs centaines de kilomètres du détroit et que leur passage reste soumis à une autorisation iranienne. Des dégâts importants auraient été recensés côté américain dans les installations de renseignement déployées au Moyen-Orient, selon NBC News, citant des sources informées. Plusieurs installations américaines de renseignement et équipements de surveillance déployés au Moyen-Orient auraient subi des dégâts qualifiés de sans précédent. La remise en état ou le remplacement du matériel détruit pourrait coûter des milliards de dollars. Certains des sites concernés étaient exploités conjointement par les services de renseignement et l'armée américaine. Téhéran vient de préciser ce qu'il attend avant toute reprise des négociations. L'Iran exige notamment de Washington le respect du mémorandum d'entente signé le 18 juin et de ses dispositions relatives à la gestion du détroit. Ces conditions ont été communiquées au chef de l'armée pakistanaise, le maréchal Syed Asim Munir, lors de sa visite à Téhéran. Mohamed Wali Ben Shaban. Alors que le protocole d'accord signé en juin a expiré sans accord définitif, l'Iran s'appuie sur la diplomatie pakistanaise pour fixer ses exigences. Téhéran exige des États-Unis le respect des engagements antérieurs pour ouvrir le détroit d'Ormuz. L'Iran tente d'établir un canal de communication indirect avec Washington pour débloquer la situation dans le détroit d'Ormuz. Selon une source proche de l'équipe de négociation iranienne, Téhéran a transmis ses conditions de négociation aux États-Unis par l'intermédiaire du Pakistan. Cette démarche s'est concrétisée lors d'une rencontre au sommet entre les autorités iraniennes et le chef d'état-major de l'armée pakistanaise. Au cours des échanges, la partie iranienne a exposé ses exigences concernant la gestion du détroit d'Ormuz, soulignant que Washington doit impérativement respecter les dispositions du mémorandum d'entente précédemment conclu entre les deux nations. Le Pakistan s'est vu confier la mission de transmettre ses exigences de négociation à l'administration américaine. Cette médiation intervient dans un contexte de forte pression politique. Selon des sources pakistanaises, le président américain Donald Trump s'était entretenu par téléphone avec le général pakistanais en amont de son déplacement à Téhéran, l'exhortant à inciter l'Iran à reprendre le chemin des négociations. Le président iranien a durci le ton à l'égard de Washington. Selon un communiqué publié sur le site de la présidence, le chef d'État iranien a exigé de manière catégorique un changement de posture de la part des États-Unis. Il a mis en garde Washington contre la poursuite d'une politique d'intimidation et de pression, avertissant que de telles méthodes ne feraient que paralyser la mise en œuvre des récents accords.
Le mémorandum signé donc le 18 juin entre l'Iran et les États-Unis prévoyait 60 jours de négociations. Le délai est arrivé à échéance le 17 août sans accord définitif depuis. Les initiatives se multiplient pour tenter de remettre les discussions sur rail. Au Qatar, les contacts avec Washington et Téhéran sont maintenus au quotidien. Le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, Majed Al-Ansari, affirme que Doha travaille avec les deux parties sur plusieurs pistes pour une sortie de crise. Autre dossier dans cette édition, le génocide sioniste en cours dans la bande de Gaza, où le bilan des martyrs communiqué par les autorités sanitaires palestiniennes continue de s'alourdir depuis le 7 octobre 2023, atteignant 73 438 et 174 447 blessés. Depuis le cessez-le-feu du 11 octobre, le bilan s'élève à 1303 martyrs et 4 336 blessés, tandis que 814 corps ont été retirés de sous les décombres. Les victimes se trouvent toujours ensevelies ou dans les rues sans que les secours puissent à ce stade toutes les atteindre. À Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza, 3 Palestiniens ont été assassinés mardi près d'une école accueillant des familles déplacées. Leurs proches se sont réunis ce mercredi à l'hôpital Shifa pour des inhumations. Selon des sources médicales, les 3 victimes ont été assassinées dans une frappe sioniste. Les autorités sanitaires gazaouis font état de plus de 1280 Palestiniens assassinés depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, au moment où la résistance palestinienne a pu éliminer 4 soldats sionistes. La situation dans laquelle nous nous trouvons est tragique. Ils prétendent qu'il y a un cessez-le-feu, mais il n'y a pas de nom. Il n'existe que sur le papier. En réalité, il n'y a pas de cessez-le-feu. Chaque jour à Gaza, il y a des morts, des actes de terreur, des funérailles et des martyrs. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'ils se rencontrent, l'escalade des tensions à notre rencontre s'intensifie et que les Juifs nous prennent encore plus pour cible. Pourquoi ne leur disent-ils pas d'arrêter? Que faites-vous? Nous sommes censés observer un cessez-le-feu. Pourquoi y a-t-il des tirs? Pourquoi ces attaques ont-elles lieu? À quelques kilomètres de là, une autre frappe a touché une installation qui venait tout juste d'entrer en service. Il s'agit d'une usine de dessalement d'eau de mer située dans le quartier de Sheikh Hordouane, au nord de l'enclave palestinienne. Mise en service 5 jours avant sa destruction, elle devait fournir de l'eau à plus de 50 000 Palestiniens. Plusieurs quartiers et 2 mosquées ont également été touchés lors de cette série de frappes. Au moins 9 Palestiniens, dont un enfant, ont été assassinés selon les informations disponibles. Nous avions ouvert l'usine il y a quelques jours à peine pour aider la population et soulager ses souffrances, afin qu'elle puisse au moins avoir accès à l'eau, le besoin le plus fondamental de la vie. Mais malheureusement, elle a été bombardée. Israël affirme qu'elle servait de dépôt d'armes. Combien de temps cette guerre va-t-elle durer? Ils nous mentent, nous sommes épuisés et nous n'en pouvons plus. Regardez, c'est ma maison. Elle a été entièrement détruite après que nous ayons déjà été déplacés plusieurs fois vers le sud. Nous sommes revenus en espérant nous installer ici, mais il n'y a aucune sécurité. Où sommes-nous censés aller? 15 familles sont touchées ici et plus de 60 personnes ont trouvé refuge dans ce secteur. Notre maison, là-bas, avait déjà été détruite et je vivais temporairement sur les décombres en attendant une tente. Maintenant, nous avons tout perdu. Le manque d'eau et de nourriture, 2 urgences qui étaient mardi au menu des débats au Conseil de sécurité de l'ONU. À New York, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a qualifié d'étape historique honteuse la confirmation de la famine à Gaza et au Soudan. Le secrétaire général de l'ONU a appelé le Conseil de sécurité à agir avant même la déclaration officielle d'une famine et à appliquer pleinement la résolution 2417 qui vise notamment à empêcher que les conflits privent les civils de nourriture et d'eau.
Resolution 2417 recognizes the La résolution 2417 reconnaît la nécessité de rompre le cercle vicieux entre conflits armés et insécurité alimentaire. Or, ce cercle vicieux persiste. C'est pourquoi j'appelle aujourd'hui ce Conseil à examiner 3 mesures visant à renforcer et à développer cette résolution historique. Ce n'est pas un hasard si 2025 a connu non seulement le plus grand nombre de conflits armés depuis la Seconde Guerre mondiale, mais aussi l'un des niveaux de faim aigus les plus élevés jamais enregistrés dans le monde, avec au moins 266 millions de personnes confrontées à une insécurité alimentaire aiguë. 2025 a également marqué la première fois de ce siècle que 2 famines ont été confirmées simultanément au Soudan et à Gaza. in Sudan and Gaza. À cette même tribune, l'Algérie a placé Raza au cœur de son intervention. Alger a réitéré son appel à un cessez-le-feu immédiat et à un accès complet et sans entrave de l'aide humanitaire. Le représentant permanent adjoint de l'Algérie auprès de l'ONU, l'ambassadeur Mehdi Litim, a mis en garde contre l'utilisation de la faim comme arme de guerre. Il a notamment cité les dernières données de l'IPC, selon lesquelles environ 1 400 000 personnes restent confrontées à des niveaux aigus d'insécurité alimentaire dans la bande de Raza. Famine conditions previously identified in Gaza. Les conditions de famine précédemment documentées à Gaza illustrent de manière tragique les conséquences dévastatrices de l'utilisation de la faim comme arme de guerre. Des enfants meurent de faim et de malnutrition alors même que des camions chargés d'aide vitale se voient interdire l'accès, bien qu'ils ne se trouvent qu'à quelques miles seulement. L'Algérie réitère son appel à un cessez-le-feu immédiat et à la garantie d'un accès humanitaire sans restriction ni obstacle. Le Soudan a également été au centre de l'intervention algérienne, selon les chiffres cités par l'ambassadeur Mehdi Litim. Plus de 19 millions de Soudanais, soit près de 41% de la population, sont confrontés à des niveaux élevés d'insécurité alimentaire. Face à cette situation, Alger appelle à l'arrêt des combats, au maintien des corridors humanitaires et à un accès sans entrave de l'aide aux populations touchées. Yet, at the very moment when the country faces one of the largest acute food insecurity emergencies globally. Le Soudan fait face à l'une des pires urgences liées à l'insécurité alimentaire aiguë dans le monde. Les restrictions imposées par le conflit sur l'accès humanitaire, les attaques délibérées contre les voies d'approvisionnement et la destruction des systèmes de production alimentaire continuent d'empêcher l'aide de parvenir à ceux qui en ont le plus besoin. Le peuple soudanais a un besoin urgent que les armes se taisent. Les services de sécurité marocains se retrouvent au centre d'une vaste fuite de données attribuées au groupe de hackers Jabarout. Selon le journal espagnol The Objective, le groupe affirme avoir diffusé sur Telegram les identités de 70 381 agents des services de sécurité et de renseignement marocains. 21 hauts responsables figuraient également dans les données, parmi lesquels Abdelatif Hamouchi, qui dirige la Direction générale de la Sûreté nationale marocaine et la Direction générale de la surveillance du territoire. Jabarout affirme disposer d'autres documents sensibles, notamment des directives qu'il présente comme liées à l'organisation de l'exode massif à Ceuta et menace de les publier. Le premier responsable de la CIA en Russie, une première depuis 5 ans pour John Ratcliffe, qui effectue cette visite pour y rencontrer les responsables des services de renseignement russes, conflit en Ukraine, échange de prisonniers, négociations diplomatiques et plusieurs autres sujets au menu. Les détails avec Safwan Ben Sabri. C'est une visite qui laisse planer diverses spéculations et interprétations, tant ces enjeux peuvent être multiples. Le directeur de la toute-puissante CIA s'est rendu à Moscou pour une rencontre avec les responsables des services de sécurité russes. Son vol a été retracé par le Wall Street Journal. Après une escale en Lettonie, il atterrit à Moscou. John Ratcliffe y reste environ 4 heures avant de repartir. La rencontre bilatérale entre services de renseignement a naturellement été marquée par le sceau de la confidentialité. Mais le porte-parole du Kremlin a évoqué la nécessité de maintenir les canaux de contact, et ce malgré la période relativement difficile que traversent les relations russo-américaines. Les contacts par l'intermédiaire des services de sécurité constituent en eux-mêmes une évolution positive, un processus positif. Ces contacts se poursuivent souvent
même dans les moments les plus difficiles des relations bilatérales. Mais il est encore trop tôt pour dire dans quelle mesure cela influencera dans l'ensemble le processus visant à sortir nos relations bilatérales de la crise profonde dans laquelle elles se trouvent actuellement. Malgré la confidentialité officielle, les raisons d'une telle visite ont été évoquées par la presse et les observateurs. Le conflit en Ukraine reste le thème central des relations entre Moscou et Washington. Selon certaines sources, l'échange de prisonniers a probablement été abordé, la CIA ayant joué un rôle important dans la libération d'une journaliste américaine en 2024. Autre piste, l'influence que pourrait avoir Moscou dans le dossier iranien à la demande de Washington. Autre dossier pour Washington, les relations avec son voisin mexicain. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a reçu ce mercredi au département d'État son homologue mexicain Roberto Velasco. Les discussions ont porté sur la sécurité à la frontière, l'immigration, la criminalité transfrontalière et le trafic de fentanyl, mais aussi sur les relations commerciales entre les deux pays. Washington et Mexico doivent notamment gérer les flux migratoires et la circulation de la drogue à leurs frontières, tout en préservant leurs échanges économiques dans le cadre de l'accord commercial qui réunit les États-Unis, le Mexique et le Canada. Après 3 années de récession, l'Allemagne veut retrouver le chemin de la croissance et entend en parallèle défendre ses intérêts commerciaux face à la Chine. Le chancelier allemand Friedrich Merz a chargé plusieurs ministres de son gouvernement d'élaborer des propositions pour traiter ce qu'il qualifie de déséquilibre commercial entre l'Union européenne et la Chine. Berlin doit présenter sa position sur le dossier en octobre prochain. Nous avons longuement discuté de la question des déséquilibres mondiaux. C'était également en préparation du débat convenu au Conseil européen en octobre prochain. Et j'ai demandé au Conseil des ministres fédéral d'accélérer la collecte et la présentation de toutes les propositions que nous pourrions examiner pour ainsi dire afin d'apporter des réponses appropriées. Nous constatons que l'industrie allemande a nettement changé de posture concernant ces déséquilibres mondiaux. Et nous n'allons pas nous contenter de traiter ce sujet, nous prendrons aussi des décisions. Et quand je dis « nous le ferons », je ne parle pas seulement du Conseil des ministres fédéral, nous ne pouvons pas le faire seuls. La politique commerciale relève de la responsabilité de l'Union européenne, mais l'Union européenne attend une position allemande claire qui sera clarifiée en octobre. Changement de registre avec un drame qui a bouleversé le Pakistan. Au moins 15 nouveau-nés ont perdu la vie mercredi dans l'incendie d'un service de maternité de l'Institut pakistanais des sciences médicales dans la capitale Islamabad. Le Premier ministre pakistanais Shahbaz Sharif a ordonné une enquête immédiate et demande que les responsables soient punis avec la plus grande sévérité. Et plus à l'est, ce sont cette fois les intempéries qui provoquent d'importants dégâts et sèment l'inquiétude. Au Népal, des maisons, des routes et des centrales électriques ont été emportées par les eaux. Le bilan des disparitions est particulièrement lourd. 95 morts et au moins 384 voyageurs sont portés disparus. La situation est inquiète également en Inde. Des alertes aux inondations ont été déclenchées. Place au sport avant de clore cette édition avec une nouvelle chance de médaille pour l'Algérie aux Jeux méditerranéens de Tarente. La boxeuse algérienne Fatiha Mansouri s'est qualifiée ce mercredi pour la finale du tournoi de boxe en demi-finale des moins de 51 kg. Elle s'est imposée 5-0 face à l'Italienne Martina Vassallo. Elle rejoint ainsi Ismaël Barsis, déjà qualifié pour la finale des moins de 65 kg après le forfait de son adversaire français Hugo Gros.
Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Al24 News. Excellente soirée à tous.